Au sommaire de ce JT, le Cube, qu'est-ce que c'est? Une caméra pour optimiser la position du patient et l'interview de deux femmes passionnantes, Catherine Estampe et Martha Lempicka. We are in the Cube. Why such a name? Why such a name? We started the Cube last year as the first interventional radiology right hands-on experience for young colleagues and those who want to become ones. And we started the Cube in a church, which is right next to the convention center. And this church, by architecture, has a cubicle form. C'est vraiment la première fois que je vais stopper une hémorragie en utilisant ce petit outil. Et si je peux m'entraîner à stopper cette hémorragie et si je peux m'entraîner à utiliser des tas d'autres simulateurs, c'est grâce au concept du cube. So what is the concept of the cube? The concept of the Cube is to have fun as interventional radiologists and colleagues who want to become interventional radiologists. So this is a place where we want to keep things as easygoing as possible, direct, immediate. You are welcome to make mistakes, try over again. We want to be unconventional, not giving presentations that we've been already given for 10, 20 years in the usual fashion. It's supposed to be an atmosphere, a learning environment, a creative place where everybody can be right on the topic and talk about the things that interest him and use the manual skills to actually perform all these procedures. So the Cube is also about to shorten the time where you can actually get all your hands onto the materials. Usually in Germany and in many other countries it takes you about 6 years to study medicine. Once you studied medicine it takes you another 6 years to specialize as a radiologist, for example. And then once you're a radiologist you are about to specialize in subspecialize into interventional radiology. It still may take some longer time to find a great tutor who is actually willing to give you the experience and to trust in you that you can perform. And so here, for example, if you like, you can deploy your stent by keeping this fixed and turning this back to here, just for yourself and your own convenience. Let me just hold this for you. Okay. So you pull that one back to there. Yes, go ahead. And there you go. Okay. So this is happening. This is my very first dance. See, okay. There you go. Okay. And if you can continue all the way until it finally. Okay, that's it. So that's your present from the Cube. Comme vous l'avez compris, si la radiologie interventionnelle vous passionne, le Cube, c'est l'endroit où il faut être. You ask yourself a lot of questions. Why is the answer? Gael, there are a lot of different words that we heard. Deep learning, AR, radiomics. Can you go through those different words and explain us what are behind those words? Yeah, so if we need to do that quickly, AI is really a generic word that it's actually just a computer learning from algorithm, let's say, where you actually create if-else statement that you can actually build an algorithm. Machine learning and deep learning especially is a way that you can actually teach an algorithm, which is totally different, that it's a new technique, but again for us it's only a technique we are using to build algorithm. Radiomics is something which actually now coming more and more on the market, where radiomics is extracting features from the different image or information that you have to be able to see the image or the information in another way that earlier the human eyes were not able to see or to even understand. And the big data now is actually also another world, which is actually how can I use all of this information that I'm currently storing into my different database, into my PACS, into my VNA, that I can extract meaningful information where before I didn't extract any information from that. Are you going to use radiomics to feed actually deep learning? So that's one way, because deep learning is really the way that you can learn, but you still need to feed the beast, feed the machine. And yes, we can consider that radiomics feature can actually be one way that you can feed the machine with the images, with the clinical information, with the environment of the patient, and you expect to extract some information. So yes, it's one way that you can feed and train an algorithm. Innovation Siemens, cette caméra placée juste au-dessus de moi aide l'opérateur à placer correctement le patient. On voit ça tout de suite. Alexandre, comment ça marche cette caméra?
Bien écoute Jean-Claude, c'est extrêmement simple. Le patient se positionne sur la table. La caméra ici qui est au plafond va prendre une photo en 3 dimensions et avec des données infrarouges, va reconnaître le patient automatiquement et va, en fonction du protocole d'acquisition qui est rentré, va automatiquement reconnaître la boîte. Et dans ce cas de figure, on est sur une acquisition thoracique et comme tu le vois, la boîte est automatiquement mise sur ton thorax. Alors gadget ou réelle utilité? Réelle utilité. Un patient qui n'est pas positionné automatiquement et de manière très précise à l'isocentre va avoir une image qui va être potentiellement moins bonne, avec beaucoup plus de bruit, ou alors avec beaucoup plus de doses. Et ça, évidemment, c'est quelque chose que l'on ne veut pas faire. Les gens, à l'heure actuelle, veulent avoir une image de qualité avec le moins de doses possible. Donc avoir un patient positionné à l'isocentre va aider de manière très simple nos patients, nos clients, à avoir une imagerie de qualité. Et en plus, on va aller plus vite. Et en plus, on va aller bien plus vite. J'ai particulièrement apprécié une session sur l'imagerie du genou, intitulée « Ce que le chirurgien doit savoir ». Parce que c'est vrai qu'en imagerie, on a souvent du mal à savoir si le travail qu'on fait est satisfaisant pour nos correspondants. Et ce genre de session permet d'avoir un feedback et de savoir si nos confrères sont satisfaits de notre travail ou pas. Catherine Estan, vous avez participé à une session qui s'appelle Women in Focus, qui est sur le leadership des femmes. Alors là, on est à côté d'une machine, par exemple, qui a été développée pour les mammographies. Est-ce que les femmes ont participé? Est-ce qu'elles ont apporté quelque chose ou pas? Absolument, et ça a été en fait, c'est un très très bel exemple de la manière dont on a repensé l'approche en fait un design industriel en pensant d'abord aux patients, en pensant à l'expérience patient. Pour toutes les femmes qui font des mammographies, c'est une expérience assez douloureuse et c'est une expérience assez stressante. Et ce qu'on a fait, c'est en fait on a inclus avec l'équipe ingénierie, un nombre de patientes, un nombre de femmes en fait qui sont venues nous aider à designer le nouveau modèle de la machine et à penser ou à repenser quelles seraient les qualités de la machine ou les spécifications qui leur permettraient d'avoir une expérience plus agréable et plus rassurante et moins stressante. Vous avez travaillé avec les femmes, mais pour autant, celui qui était en charge du projet, c'était un homme. Donc le leadership de ce projet, il était masculin. Il était masculin et bien évidemment une partie de l'équipe engineering était masculine aussi. Mais je pense que ce qui compte là, c'est vraiment la démarche intellectuelle et c'est la démarche leadership. Le leadership pour moi, c'est vraiment savoir écouter, c'est savoir comprendre dans le monde dans lequel on évolue, l'écosystème dans lequel on évolue, c'est savoir présenter ses convictions, savoir faire des choix stratégiques. Savoir développer les gens autour de soi et avoir le courage aussi parfois donc de faire des choix difficiles, mais toujours et de manière qui prend soin des gens autour de soi, qui les développe et qui les aide à se développer. Et ça, c'est masculin et féminin. Je ne crois pas qu'il y ait une différence là-dessus. Je pense que c'est des qualités leadership. Je suis avec Martha Lempicka, on vient de se rencontrer dans les allées de l'ECR. Vous faites de la prise en charge transversale de l'endométriose et vous m'expliquez que vous faites en plus partie du réseau Vidi et que ça vous apportait beaucoup dans votre pratique. Alors qu'est-ce que ça vous apporte le fait de faire partie d'un réseau ? Oui, bonjour. Donc, je suis effectivement radiologue, je suis spécialisée en imagerie de la femme et je suis experte en prise en charge et en diagnostic de l'endométriose. Et donc, je fais une journée par semaine à l'hôpital Saint-Joseph au sein de Réseau, qui est le réseau endométriose de Saint-Joseph. Et le groupe Vidi m'a permis de structurer mon activité de manière à dégager ce temps médecin, ce qui me permet de garder mon expertise. Vous faites aussi de la téléimagerie grâce au groupe, c'est ça? Oui, absolument. Dans le groupe, on développe une activité de téléimagerie. Et donc, cette activité de téléimagerie, elle va me permettre d'apporter cette expertise à l'extérieur de centres de radiologie comme le nôtre, qui regroupe beaucoup de radiologues experts, et notamment dans des endroits où il n'y a pas assez de médecins experts. Voilà. Donc en fait, pour une jeune radiologue qui a orienté sa carrière vers l'endométriose, une surspécialité, ça apporte une dynamique supplémentaire de faire partie d'un groupe, c'est ça ? Oui, alors en fait, grâce à Vidi, je peux voir ma carrière, imaginer ma carrière de manière dynamique. Et donc, Vidi me permet d'apporter des soins de qualité à mes patientes parce que je reste experte, et notamment dans le domaine que je connais déjà bien. Et puis, elle me permet aussi à moi d'envisager ma carrière de manière dynamique en continuant à me former. Qu'est-ce que vous avez vu à l'ECR qu'on ne doit absolument pas manquer ? À l'ECR, à pas manquer, franchement, les topos en imagerie de la femme, ils sont vraiment super. Il y a eu des super topos, notamment en prise en charge des cancers.